Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Alors aujourd'hui, c'est le club des éditorialistes avec Laurent Prunier, influenceur politique comme on l'appelle, mais il prendra bientôt de nouvelles responsabilités. Il nous en parlera à l'antenne. Guillaume Rouet, qui a été président de la Fédération bovine, c'est ça ? Porcine, pardon. Agriculteur, de toute façon, jusqu'au bout. Erwan Chartier, qui dirige Le Poher Hebdo et Armen, une belle revue. Et Georges Cadiou, alors lui, c'est Radio Bretagne Ouest, un nom presque oublié, puisque maintenant c'est ici... Ici, Brésil. Voilà. Ouais. Vous avez été grand reporter, oui. L'acteur en chef, enfin bref. J'ai crié sur les stades. Tous les métiers et également chroniqueur sportif. Je voulais juste qu'on revienne sur ce sondage qui est paru il y a une petite semaine de Libération, qui dit que 54% des Français seraient prêts à voter pour le Rassemblement national et que 47%, parce que c'est aussi, il y a toujours un problème de crédibilité du RN, estiment qu'ils sont prêts à gouverner. Alors, presque un tsunami, c'est en tout cas une tendance qui ne cesse d'augmenter. On peut se demander, j'ai un peu envie de vous demander, Georges, finalement, est-ce que c'est pas aussi la conséquence de ce qui se passe à l'Assemblée, de cette instabilité politique qui discrédite le monde politique depuis maintenant plusieurs mois ? Sans doute. Je crois que l'ensemble de la population a un petit peu marre du cirque que montre trop souvent l'Assemblée. Mais ça reflète aussi la diversité d'opinions qu'il y a en France. Il faut bien regarder les choses en face. Et là, il y a un courant qui n'est pas que français, c'est-à-dire une poussée de l'extrême droite, que ça fasse plaisir ou non, c'est un constat. Et c'est une poussée que l'on voit dans toute l'Europe, occidentale, centrale, la Tchéquie par exemple, et mondiale, parce que, on va parler certainement de notre ami Donald Trump, il y a aussi Milei. Et de Javier Milei aussi, qui a remporté la législative contre toute attente. Et puis en Bolivie aussi, où il y avait un gouvernement, on va dire, gauche indienne, pour résumer, c'est passé également de l'autre côté. Donc il y a un courant mondial, c'est un phénomène qu'on peut observer un peu partout. Guillaume Rouet, est-ce que les patrons, vous en êtes un, sont inquiets par l'arrivée de l'extrême droite aux affaires ? Il y a quand même eu, par le biais de Jordan Bardella, des rapprochements avec le MEDEF. Ils ont fait un contre-budget, ils essaient de crédibiliser leur offre économique. Il y a une tendance sociale étatiste incarnée par Marine Le Pen, et l'autre est plus libérale. Comment vous voyez cette évolution ? Moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'incompréhension parce que, en fait, le programme économique du Rassemblement national aujourd'hui n'est pas un programme économique qui correspond aux entrepreneurs, puisque, en tout état de cause, il est très socialiste de facto. Mais d'un autre côté, les patrons en ont marre aussi de toute cette réglementation qui pèse sur les épaules des entrepreneurs. Et c'est en fait l'expression d'une forme de rejet. C'est ce que disait Georges Cadiou tout à l'heure. C'est plus un rejet qu'une adhésion. Et c'est pour ça qu'il y a de la place demain pour certainement un certain nombre d'alliances, notamment sur des idées, celles qui sont fréquentables et celles qu'on peut mettre en place pour qu'on retrouve une certaine forme de société libérale que nous n'avons plus aujourd'hui. Alors on parle de société libérale et on parle même de libertarien maintenant, c'est-à-dire une forme politique qui refuse toute entrave et qui serait incarnée par les mogols, comme on dit, de la Silicon Valley, Elon Musk en tête. En fait, on n'a pas beaucoup d'expériences qui nous disent qu'une marche arrière lente soit possible. Donc, c'est pas surprenant, de mon point de vue, qu'il y ait là aussi des ruptures et que certains disent qu'à un moment ou à un autre, il faut rompre tout à fait avec toutes les réglementations, les carcans, enfin tout ce qui empêche les gens de vivre de manière générale. Et à ce moment-là, on reconstruit. Et je trouve que c'est pas mal. De mon point de vue, c'est pas mal. Ce sont les seuls qu'on n'a pas essayé. Oui, et c'est d'ailleurs un de leurs atouts. Alors, je reviens vers vous, mais Erwan Chartier, vous qui avez été agressé par l'extrême droite, le président du conseiller régional, Loïc Chéné-Girard, s'était porté à votre secours. Il dénonce aujourd'hui des procédures bâillons de la part de Gilles Pénel, tout simplement parce qu'il y a eu une attaque en diffamation du président du conseil régional par le RN suite à un candidat qui avait été
dans un premier temps stigmatisé, puis réhabilité. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur le théâtre antifasciste, ou alors est-ce que c'est justifié pour vous? Moi, j'en suis à une dizaine de plaintes, mais c'était plutôt la tendance Reconquête, voire la droite de Reconquête, ce qui nous met très à droite quand même. De plaintes contre vous? Oui, de plaintes que moi j'ai... Que vous avez déposé, pardon. Notamment pour un salut nazi qui était filmé et documenté, où la personne a été condamnée en demandant à récupérer le Mein Kampf que son grand-père lui avait donné. Donc on a quand même une décomplexion il y a des gens très décomplexés sur ces idées-là en ce moment. Après, le Rassemblement national et son programme économique, moi je trouve qu'il est très étatiste, au contraire, et très centralisé, puisqu'il propose aussi de dissoudre non seulement l'Assemblée nationale en ce moment, mais aussi les régions. Donc de dissoudre la Bretagne, quoi. Ça va un peu à l'encontre de ce qui sera le deuxième thème de l'émission. On parlera aussi un peu de la décentralisation. La surprise à Brest pourrait peut-être venir de l'extrême droite. En tout cas, vous qui êtes bien informés, vous voyez se rapprocher certaines listes. Depuis très longtemps, on se dit qu'on a de la chance en Bretagne parce que le RN, FN avant, était moins implanté, pour la droite classique. Et là, on se rend compte, selon quelques sondages qui circulent, que maintenant, le RN est un 16 points, selon le sondage commandé par le Parti socialiste. Donc, c'est un acteur incontournable. Il est au second tour, quoi qu'il arrive, et du coup, empêche mathématiquement la droite classique de gagner. On peut sortir de la Bretagne. Si on regarde le sondage pour Édouard Philippe au Havre, au premier tour, il fait jeu égal avec la gauche, mais le RN est tellement fort que s'il ne s'allie pas avec eux, de toute façon, au second tour, il perdra. Édouard Philippe, un candidat à la présidentielle. Donc ça va poser des questions. Et en effet, l'union des droites aura-t-elle lieu tout de suite? Est-ce que les acteurs sont prêts? Je vois qu'à la droite extrême à Brest, on est déjà prêt. Je pense que d'avoir pris quelqu'un comme tête de liste, comme Yves Pagès, qui a été longtemps un maire plus centriste que moi, je n'ai jamais été, montre que tous les calculs sont possibles. Il y a un côté suicidaire, finalement, dans la droite traditionnelle. C'est compliqué pour eux. Oui. C'est compliqué pour les LR. C'est plus où ils habitent, là. C'est-à-dire que c'est entre le marteau et l'enclume. C'est effectivement le cas. Ils n'ont plus d'espace politique. De moins en moins. Ils gardent un petit espace politique qu'ils pourront peut-être faire fructifier au moment des municipales, parce qu'on ne sait jamais ce que les urnes réservent. On ne sait jamais. 10% des exprimés, c'est pas le bout du monde pour des élections municipales. Et dans certains endroits, il peut y avoir des triangulaires au second tour, voire des quadrangulaires. Peut-être que ce sera le cas ici à Brest. Tout à fait. Et les filles a quand même une certaine influence sur Brest. Ils ont un député. L'extrême droite, comme vous le dites, est assez présente. Et puis, il y aura le PS et ses alliés habituels. Et disons, ce qu'on appelle un peu le bloc central, ça peut être une quadrangulaire au second tour ici. Et pour le Parti socialiste, ces élections vont être difficiles. C'est en rapport aussi avec ce qui se passe pour le vote du budget. On ne va pas y revenir, bien sûr, parce que c'est une question qui, quand même, va les tarauder. Et je pense que ces municipales vont être compliquées pour le PS. Alors, il y a un phénomène... c'est un phénomène mondial, finalement. Vous l'avez dit vous-même. La réélection pour la deuxième fois de Donald Trump a été un événement majeur, d'autant qu'il est arrivé avec des centaines de décrets qu'il est en train de mettre en œuvre, une administration peut-être plus préparée que la première fois. Il fait le show permanent à la fois sur le plan géopolitique, avec donc maintenant ces menaces de reprendre les essais nucléaires. Vous, Erwan, vous rentrez du front, là, vous étiez en Ukraine. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça s'est passé? On a l'impression quand même qu'ils tiennent sacrément bien, non, le terrain, les Ukrainiens. Oui, parce que j'étais même dans des régions russophones, mais qui ne sont pas forcément russophiles. Et on voit qu'il y a une résilience, mais il y a une fatigue aussi, parce que ça fait plus de 3 ans et demi de guerre. Ils sont d'un courage étonnant. On voit moi, j'étais à Odessa, il y a des centaines de portraits de gens de la ville qui sont tombés au front, quoi. Donc ils tiennent parce qu'ils n'ont pas le choix et ils savent ce qui va leur arriver s'ils cèdent, quoi. C'est ce qu'ils m'ont dit en général les gens, quoi. Donc voilà, ils ont été un peu perturbés par ce qu'a dit Trump, notamment parce qu'avant c'est aussi les Américains qui les ont un peu poussés à se détacher de la Russie. Trump a refusé
Enfin, ça s'est amélioré quand même par rapport au premier Ça, rendez-vous à la oui, Maison-Blanche. oui. Mais il a refusé de leur donner des tomahawks. Ça a été très étonnant. Oui, en même temps, ils sont très bricoleurs, hein. Des deux côtés d'ailleurs. Ils bricolent des armes avec des vieux trucs soviétiques et ils se les balancent, quoi. C'est une guerre de drones maintenant qui d'ailleurs fige un peu les positions sur le champ de bataille. Oui, de missiles aussi. Enfin, c'est psychologique. Enfin, c'est plein de choses, mais personne voit l'issue parce que côté ukrainien, celui qui cédera des territoires, il va avoir des problèmes. Et côté russe, on voit pas Poutine ne peut plus arrêter. Donc, Oui, alors il y a un risque d'escalade évident. Vous avez quand même, une expérience internationale, Guillaume Rouet. Il y a eu une rencontre Trump-Xi Jinping la semaine dernière. Vous-même, vous avez dit que vous dîniez avec des Chinois. Est-ce que nous, les Français, on n'est pas totalement déconnectés du monde? Ce pays qui avait l'habitude de donner des leçons à la terre entière, pays des Lumières, etc. Est-ce qu'on n'est pas complètement hors sol par rapport à cette montée des empires et à ces affrontements qui nous menacent? C'est une double déconnexion, hélas. C'est une déconnexion économique, ça va de soi, puisque il suffit de regarder de quelle manière aujourd'hui les grandes puissances continuent à avancer, facilitent la vie des entrepreneurs, encouragent la production, etc. Alors que nous savons que pondre des lois et des décrets qui empêchent de bosser. Et puis, alors, évidemment, je force un peu le trait, mais il n'en demeure pas moins que on ne va pas révolutionner le monde entier avec moins de 1% de la population mondiale, c'est clair. Donc on a vraiment ce problème-là. Et puis, deuxième déconnexion, c'est aussi une déconnexion de confiance. Parce qu'aujourd'hui, notre problème en France, on peut parler des problèmes du budget, on peut parler des problématiques d'immigration, etc. Ce que je constate, moi, sur le terrain, au contact des gens, c'est qu'en fait, ils n'ont plus confiance dans leurs dirigeants. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'en fait, ils sont paumés, il y a un problème il faut quand même que le pays soit dirigé. Jacques Chirac disait qu'un chef, c'est fait pour chefer. J'en connais aucun aujourd'hui qui soit un vrai chef et qui nous montre la vraie direction. Et ça, c'est un vrai problème pour notre pays. Et je pense qu'on paiera très très lourd les conséquences. Vous voyez ce qui s'est passé en Italie. Je ne suis pas un adepte de 100% de Meloni, mais elle a su se faire élire sur quelque chose qui plaisait au peuple et qui lui donnait confiance. Et une fois au pouvoir, elle a modifié sa politique pour en faire quelque chose de pragmatique. Notamment, elle s'est fait adouber par l'Union européenne. Est-ce que, par exemple, l'autre jour, sur notre antenne, on avait François Hollande qui a discrètement donné un petit coup de pouce au maire François Cuyand en disant que dans ces périodes troublées, la stabilité était une bonne chose. Est-ce que ça peut jouer en sa faveur ? En la faveur de François Cuyand, on verra bien. Le 5e mandat, je crois, et je vous l'avais déjà dit, que c'était sur votre plateau qu'il l'avait dit il y a très longtemps en disant qu'Edmond Hervé était son modèle. Donc, il est allé jusqu'au bout de sa logique. Alors après, je ne sais pas, mais c'est vrai ce qu'on disait à l'instant. En fait, on manque de leaders. Si on regarde tous les responsables politiques, donc Macron a échoué alors qu'il s'est fait élire sur sa seule personne. La droite classique, Wauquiez, Retailleau, ça fait un peu coquelet par rapport aux gens qu'on a connus avant. À gauche, vous parliez de François Hollande. On sent Nicolas Sarkozy était plus agressif que Retailleau. Retailleau s'est laissé un peu dominer par le chef de l'État. Il y a un petit quelque chose pour devenir un vrai chef, comme on disait, il fallait savoir chefer, il faut avoir un certain charisme. Et un côté, j'ai envie de dire, ça fait 10 ans que je cherche le Trump français, il faut être à la fois hyper pragmatique pour justement plaire à tous les électeurs qui ont une certaine logique politique, et il faut être aussi iconoclaste, complètement iconoclaste. Et ça, en France, on n'a pas beaucoup. On a le Milei, justement, on en parlait en Argentine, il y a Trump, c'est ces personnalités-là qui sortent du lot. Là. Vous avez l'air de vous intéresser à Javier Milei. Vous pensez qu'il aurait des problèmes aux législatives? Non, j'ai pas pensé ça. Il a eu un mandat pour poursuivre ses réformes, certes, quand même avec l'appui des États-Unis qui lui ont donné quelques finances pour poursuivre. Mais on avait quand même un pays qui était, alors c'est peut-être la France dans 10 ans, mais qui était au bord du dépôt de bilan. Et il a au moins, en l'espace de quelques mois, montré que le volontarisme politique pouvait avoir un impact. Il a réduit l'inflation de façon drastique. Oui. Il se trouve que je suis allé 2 fois en Argentine, 2 fois au Chili aussi à côté. C'est un pays étonnant, l'Argentine, effectivement. Très européen. Très européen, et puis on allait, le système bancaire ne marchait plus, on allait chercher du fric, de la monnaie, quoi. Pas encore des brouettes, mais pas tout à fait, mais presque. On allait à la pharmacie, et c'est là qu'on te filait en fait les billets de banque. C'était assez étonnant. Effectivement, Milei a progressé.
ses députés. Mais je crois savoir qu'il n'est pas totalement majoritaire et qu'il est obligé de compter sur des alliances. On sait que les alliances, ça peut être d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai que l'ensemble de l'Amérique du Sud, que l'on voyait très à gauche il y a quelques 10-15 ans, aujourd'hui, elle repasse. Il y a des retours de balancier. Voilà, des retours de balancier. On a connu quand même les interventions américaines en Amérique latine. C'était leur basse-cour. En Argentine, mais au Chili en particulier. Et ils ont quand même renversé Salvatore Allende. Je rappelle que Kissinger... Et peut-être bientôt au Venezuela. Kissinger disait à propos d'Allende, il faut qu'on ait ce fils de pute quand même. Il ne faut jamais oublier ça. Kissinger, qui pourtant apparaît comme un personnage historique, ce qu'il est absolument essentiel, a eu des propos qui étaient de ce genre. On serait capable, nous, d'avoir ce type de langage à l'égard de l'Algérie. On n'en prend pas le chemin. On est plutôt dans une forme de soumission. Certains disent, emploient un terme savant d'impensée coloniale. Mais nous, c'est en gros pas de vague. C'est compliqué. Attendez. Mais j'ai quand même eu un tropisme pro-marocain qui a énervé les Algériens. On a fini par donner aux Marocains ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire... C'est surtout Trump, là, pour l'instant, qui fait avancer les choses sur le Sahara occidental en ce moment. Mais la France s'est alignée. Ce n'est pas en accord avec ce qu'a préconisé l'ONU concernant le Sahara occidental. Non, mais tout le monde est passé maintenant. Je sais. Mais c'est aussi parce que les Algériens... Quand ça arrange, on peut violer le droit international. Les Algériens sont très difficiles à... On leur tend la main. Le président de la République aurait aimé pouvoir poursuivre ce qu'avait amorcé Jacques Chirac et il n'est arrivé à rien. C'est pour ça qu'il s'est retourné vers les Marocains, finalement. Oui. Quand vous allez en Algérie, attendez, quand vous allez au Vietnam, c'est pas la même chose. C'est pas la même perception de ce qui s'est passé. Moi, je suis pas dans les secrets de la géopolitique du Maghreb. Bon, effectivement, c'est assez simple, ils se détestent. Les Algériens et les Marocains se détestent. On a voulu donner une petite leçon, sans doute, aux Algériens en donnant la priorité sur le Sahara occidental aux Marocains. On voit à peu près ce que ça donne aujourd'hui. Mais je voudrais surtout revenir sur ce qu'a dit Georges Cadiou tout à l'heure, à savoir la problématique de l'élection de Milei. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que la population de ce pays-là, comme même les Italiens à un moment donné, ont accepté qu'il y ait une certaine politique de rigueur. Et en France, on nous explique toute la journée que la population n'est pas prête à accepter ça. Je prétends que c'est faux. Nous, les agriculteurs... Sur mon plateau, la semaine dernière, Jean-Luc Fichet a repris cette ancienne qui consiste à dire les hôpitaux, les infirmières, les services publics, etc., dont on sait très bien qu'ils ne fonctionnent pas bien, d'ailleurs. Mais moi, Hubert, je peux vous dire, par exemple, que la politique agricole commune, dans l'espace de 10 ans, on a perdu à peu près 4% des budgets. Bon. Donc, imaginons qu'on fasse du budget français de l'année 2026 un recul de 3%. Alors, sécurité sociale comprise, on est à 700 milliards. On ferait une économie de 20 milliards. Par ailleurs, les recettes continuent à augmenter un petit peu. Avec un peu de croissance, on peut augmenter de 1%. Voilà, on récupère encore quelques milliards. Et in fine, on ferait une économie de 40 milliards. On retomberait tranquillement sur la barre des 3%. Sans trop souffrir. Et le pays repartirait de l'avant. Sauf qu'on passe son temps, c'est ce que je constate à l'Assemblée nationale, et ça m'énerve au plus haut niveau, à se battre sur les petits avantages de sa circo. Et si on est plus ou moins influent dans un parti, on obtient pour précis, pour aller dans le prolongement de ce que vous dites, il y a dans le contre-budget du Rassemblement national la volonté de réduire la contribution française à l'Europe. En disant, après tout, les Italiens en ont obtenu beaucoup plus, nous on donne 26 milliards et on en touche 17. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de gens qui disent, ça c'était Madame Thatcher qui disait ça, I want my money back, rendez-moi mon argent. Mais on entend dire, oh là là, si on fait ça, ce sont les agriculteurs qui sont les plus favorisés par les versements européens. Aujourd'hui, la PAC, ça représente 9 milliards, je crois. C'est eux qui vont être les premières victimes. Mais nous sommes déjà les victimes. Et en fait,
À part peut-être dans certaines catégories de production. Je parlais par exemple de la viande bovine, où les aides de la politique agricole commune représentent plus que le revenu des agriculteurs, c'est-à-dire plus que le revenu. Un revenu de 20 000 euros et ils touchent 25 000 euros de PAC. Ça, c'est la réalité. Mais pour pratiquement toutes les autres productions, c'est le marché qui fait notre revenu. Et ce n'est pas la politique agricole commune qui nous donne le sérieux coup de main. Ce qui nous donne le sérieux coup de main, c'est de ne pas être emmerdé tous les jours pour entreprendre. Or, aujourd'hui, si on prend la France, comparé à un certain nombre de nos collègues européens, tous les jours, vous avez une réglementation nouvelle pour empêcher le peuple de bosser, pour empêcher les paysans de bosser. C'est totalement inadmissible. Donc, on peut réduire les budgets sans que pour autant ça nous fasse mal, à condition de nous laisser entreprendre. Erwan Chartier, comment vous ressentez ce discours? Comment vous êtes un peu au confluent des écologistes, des petits artisans, de la société? Ça tire un peu dans tous les sens. Ce qui est affligeant dans le débat parlementaire, c'est qu'on parle plus de recettes que d'économies. Oui. Et de réfléchir à où faire des économies sans forcément casser l'hôpital ou l'école, quoi. Oui. Cette semaine, si, on en parle. Je connais suffisamment de fonctionnaires qui me disent c'est effarant. Moi, en tant que chef d'entreprise, si je faisais la moitié de ce que fait le rectorat ou certaines administrations centrales au niveau des salaires, des retards, la complexité. Il y a beaucoup de gaspillage. Ben, oui, et il n'y a pas d'évaluation des dépenses. Donc ça pourrait commencer comme ça, une culture du compromis et de l'évaluation pour voir là où ça marche et là où ça ne marche pas. Vous sentez que les collectivités locales sont plus vertueuses? Ah non, elles ne sont pas plus vertueuses maintenant qu'avant. Non, alors il y a un truc. Je sais pas. Voilà. Quand on arrive à Brest, il y a des travaux dans tous les sens. Alors, qui seront finis juste avant les élections. Non, alors moi, ce qui me choque d'un point de vue européen, c'est que tout ce qu'on appelait avant le Club Med, en essayant de ne pas nous mettre dedans, parce que la France, on n'était pas loin de l'Allemagne, ça passe. Donc le Club Med, c'est l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal. Ils les ont fait, ces réformes. Et eux, ils ont réussi à canaliser leurs dépenses publiques. Contraint et forcé pour la Grèce. Oui, mais ça marche. Ils ont eu le couteau sous la gorge et le Front monétaire international. Georges, est-ce que la décentralisation, il y a eu un vœu du Conseil régional avec plusieurs délibérations sur l'autonomie, je crois, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, passé complètement inaperçu d'ailleurs, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Au Pays Basque, malgré tout, disait Gwenel Henry, là, dans une tribune au Télégramme, président de l'association Bretagne Majeure, il disait au Pays Basque, 93% des impôts et des taxes sont gérés par les régions et ils en renvoient 7% à Madrid. Et il donnait un chiffre, alors je ne sais pas ce que ça vaut, la dette publique, là, je ne sais pas si c'est en Espagne ou au Pays Basque, est de 4 783 euros par habitant et elle est 10 fois plus élevée en France. Donc la décentralisation peut-elle être une solution? Ça a été un grand espoir. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, on en voit les limites. Et je dirais que parmi ces limites, il y a ce redécoupage complètement surréaliste qui a été fait sur un coin de table à l'Élysée par un président que l'on a surréaliste, je ne sais pas. Il a augmenté la taille des régions, mais il n'y a pas eu les moyens qui vont avec. Pour faire, paraît-il, des économies. Or, on sait que ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu d'économie. Et on a tranché un petit peu à la va comme je te pousse, alors qu'il y avait moyen de faire des régions typées avec... oui, mais avec des transferts de compétences cette fois. Oui, et avec évidemment la Loire-Atlantique, le département Erwan Chartier industrialisé en Bretagne. Ça, Le Drian n'a pas voulu. Erwan Chartier. Il y a un endroit en France où la sécurité sociale marche bien, parce qu'elle est différente du système français, c'est en Alsace par exemple, où ils ont fusionné aussi les départements. Enfin, en Corse, ils ont fusionné aussi le département et région. Il faut vraiment supprimer les départements. C'est basé sur une journée de cheval. Depuis la préfecture. Donc ça a été créé il y a 2 siècles comme ça. Les préfectures, les sous-préfectures, il fallait pouvoir y aller en une journée. Et envoyer la troupe aussi. Donc oui, c'est peut-être pas le plus pertinent. Après, il y a des régions qui ont une forte identité, qui ont une cohérence, et puis il y a d'autres qui sont vraiment des créations technocratiques. Et effectivement, en France, avant Sarkozy, il y avait une autonomie financière des collectivités locales qui a été complètement rognée. Et là, les maires qui préparent leur budget, je peux vous dire qu'ils voient... C'est ce que dit notre tribune. Il dit finalement, ce sont devenus des exécutants. C'est ça, voilà. Et les régions ne sont vécues par l'État central que comme des espaces d'exécution des directives nationales. Alors que ça pourrait être au contraire des lieux d'expérimentation, ça pourrait être des lieux de dynamisme. C'est là où c'est compliqué, parce que le département marche assez bien de ce côté-là. Les politiques qui sont pratiquées au niveau départemental marchent souvent mieux, entre guillemets. Et le Rassemblement national, je ne dis pas qu'il va prendre le pouvoir, mais il est très jacobin. Ah oui.
Ah oui, Enfin, le Rassemblement national, c'est assez facile pour le moment. Comme vous aviez dit tout à l'heure, il y a le côté Marine Le Pen où on se la joue étatiste de gauche, et puis on a le côté Bardella où on se la joue libéral de droite. Il faudra qu'ils soient aux affaires pour qu'on voit quel est le manche qu'ils vont prendre. Ça sera peut-être comme Mme Mélanie d'ailleurs, c'est-à-dire une fois aux affaires, eh ben, ils vont se retrouver à être obligés d'être pragmatiques. Peut-être. À l'échelle mondiale, les États un peu fédéraux, enfin avec des Fédéraux, politiques plus fédérales, marchent mieux Oui. que les États centralisés. C'est évident. c'est plus efficace. C'est évident. Parce qu'on donne plus de pouvoir au plus près du citoyen. Mais on a une vision biaisée un peu ici, c'est qu'en Bretagne, pour tout ce qui concerne la coopération intercommunale et tout ça, on est beaucoup plus avancé que dans toutes les autres, alors à part l'Alsace éventuellement ou la Corse, mais il y a des coins entiers de la France où ça ne marche pas, la régionalisation. Mais Donc on est les meilleurs. Ok, ce sera le mot de la fin. hein. S'il y avait une vraie Dans tous les autres pays, il y a régionalisation, des statuts différenciés. il faudrait quand même supprimer un certain nombre d'autres strates. Parce c'est que sûr. sinon, on referait du... Et les ARS. Ok, tout le monde leur tombe Eux, dessus. voilà, eux, Pauvre ils prennent ARS. cher pour pas grand-chose. Merci messieurs pour votre contribution. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités dans le Café du Commerce. Portez-vous bien. Bon week-end.